notre Père, pour le remercier de cette occasion d'être réunis ce week-end physiquement et maintenant encore virtuellement, pour pouvoir échanger, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir étudier, pour pouvoir méditer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir trouver du sens à la vie, pour nous permettre d'avoir les bons repères et puis pour avancer d'un pas plus sûr vers notre évolution et vers le bonheur, en espérant que cela puisse aider aussi les esprits qui peuvent être parmi nous ce matin. Voilà. Le programme, donc on est déjà le 10 mars, hein, c'est ça? Oui. On a terminé donc le module 1, introduction, on a terminé le module 2, Dieu, et là on va aller sur le module 3, donc existence et survie de l'esprit. On aura 3 cours dans ce module, et le premier donc c'est l'épreuve de l'existence de l'esprit et de la survie de l'esprit. La semaine prochaine, on verra l'origine et la nature de l'esprit. Et la semaine d'après, on verra la loi d'évolution, hein, la progression des esprits. Donc, ce cours d'aujourd'hui, donc sur l'épreuve de l'existence et de la survie de l'esprit, il est assez fondamental parce que en fait, c'est par ça qu'il faut commencer. Hein, quand vous avez une personne devant vous qui s'est jamais intéressée au sujet, qui commence à poser des questions, par où il faut commencer? Il ne faut pas lui parler de réincarnation, de communication médiumnique, de ce genre de trucs, parce que il aura du mal à comprendre. Hein. Il faut déjà qu'il commence par le commencement, comme disait Kardec, c'est-à-dire qu'il se convainque qu'il a lui-même en lui autre chose que juste de la matière, quoi, hein, qu'il a un esprit. Hein. Donc, on est tout à fait dans ce sujet-là ce matin. Tac. Alors, voilà le livre. J'ai de l'affichage, largeur de page. On va enlever les repères. Voilà. Et puis, on va descendre. Voilà, on y est. On un petit peu l'écran. Voilà. Eh bien, on va voir quelles sont les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. Bon, c'est vraiment un des points fondamentaux du spiritisme, de la philosophie spirit. C'est une philosophie qu'on dit spiritualiste, c'est-à-dire que elle admet qu'il y a autre chose que juste de la matière en nous. Et donc là, vous voyez le premier point, donc ça vient des œuvres posthumes. Le point fondamental de la philosophie spirit, hein, un des premiers, c'est de dire que dans l'être humain, il y a plus que juste un corps physique. Hein, il y a un corps physique, mais aussi un esprit, une âme qui survit au corps. Hein, donc, on a une âme pendant qu'on est vivant. Cette âme, quand ce qu'on appelle la mort, c'est le corps qui dépérit, mais l'esprit continue. Hein. Et elle conserve aussi son individualité. Alors, ce sont des points assez fondamentaux. Le fait qu'on ait une âme, quelle est la théorie opposée? Hein? La théorie opposée au spiritualisme, c'est la théorie qui considère que notre conscience, c'est le produit du cerveau. Hein? C'est la théorie matérialiste. Et donc, les études qui sont faites du cerveau montrent que, voilà, quand on réfléchit, il y a telle zone du cerveau qui s'active. Quand on médite, il y a telle autre zone du cerveau qui s'active. Quand on fait une activité motrice, il y a telle autre zone du cerveau qui s'active. Donc, vous voyez, on a la preuve que c'est chaque fois qu'il y a une zone différente du cerveau qui s'active, qu'il se passe quelque chose. Donc, la conclusion, et c'est celle-là qui est fausse, c'est que tout ça, ça vient du cerveau. Le cerveau, c'est quoi? C'est des neurones. Alors, je ne sais pas combien il y en a des milliards hein, dans le cerveau. C'est effectivement un réseau assez complexe hein, qui nous permet, qui réalise toutes ces fonctions. Hein. Mais l'erreur de raisonnement, elle est
dans le fait qu'on voit qu'il y a des zones du cerveau qui s'activent et on dit, ben voilà, la cause, c'est le cerveau. D'accord? Et ce que disent les spiritualistes, et notamment les spirites, ils disent, le cerveau, c'est l'intermédiaire. Hein. Quand il y a une zone du cerveau qui s'active, pour certaines fonctions, c'est tout à fait vrai. Donc, ce qui est observé par les neuroimages, hein, parce qu'aujourd'hui, on a ils arrivent à, vous avez des cartes du cerveau avec des lumières. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images-là qui illustrent très très bien. Effectivement, il y a des zones du cerveau qui s'animent quand on réalise quelque chose ou une activité, mais l'erreur, elle vient du fait que de considérer que ça, c'est la cause du mouvement, alors que chez les spirites, on dit que ben, le cerveau, c'est uniquement le transmetteur, le transducteur ou l'intermédiaire. D'accord? Si une zone du cerveau s'active, c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui stimule cette zone du cerveau à s'activer. Donc, ce quelque chose, ben, c'est l'âme, hein, ou l'esprit. Donc, des philosophies spiritualistes, il y en a eu plein. Il y a eu en France une philosophie qui est très très peu connue, même dans les milieux académiques de philosophie. Hein. On a un frère qui est spirit, là, qui habite en Bretagne, enfin à Rennes, pas loin de Rennes, qui est en train de faire un doctorat en philosophie. Et il y a quelques années, par les Brésiliens, on a redécouvert une philosophie qui s'appelle le spiritualisme rationnel ou le spiritualisme français, qui a été développé par un philosophe français qui était à cheval entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, donc juste après la Révolution française, et qui s'appelait Maine de Biran. Vous en avez déjà entendu parler une fois de Maine de Biran? Je vous en ai parlé, je pense, l'année dernière. Et ce Maine de Biran, en fait, c'était un philosophe qui, rien que par l'introspection, hein, en s'étudiant lui-même, il était arrivé à la conclusion que il y a des choses qui se décident et qui s'initient en dehors du corps physique, donc dans l'âme. Hein. Et donc, c'était une philosophie, comme son nom l'indique, hein, le spiritualisme rationnel, qui était spiritualiste. Alors aujourd'hui, quand vous allez voir les docteurs en philosophie, dans toute l'élite de la philosophie française, ils sont dans la grande majorité matérialistes. Et quand j'en parlais avec notre frère Jérémy, je lui dis, mais est-ce qu'ils connaissent Maine de Biran? C'est un philosophe français quand même? Est-ce qu'il commente? Parce qu'au Brésil, il est commenté. Au Portugal, il est commenté. Ailleurs qu'en France, hein, nul n'est prophète en son pays, on le sait. Mais eh ben, il dit, en général, ils évitent. Pourquoi? Parce que ça les dérange. Hein, ils sont matérialistes. Donc, le fait d'avoir une philosophie spiritualiste, ça les dérange. Hein, et c'est vraiment hein, il commente très, très superficiellement. Il commente très, très superficiellement. Il n'y a pratiquement aucune thèse, aucune étude qui est faite sur cette belle philosophie hein, qui était pourtant enseignée dans les cours de philosophie dans la première moitié du XVIIIe siècle. Hein, j'en ai peut-être parlé 19e, pardon. J'en ai peut-être parlé quand j'ai parlé de Rivail. Et donc, la philosophie qui était enseignée dans les écoles, enfin, dans les lycées et dans les universités en France, y compris à la Sorbonne, était spiritualiste. Elle était basée sur cette philosophie de Maine de Biran. Et ça a énormément aidé. D'ailleurs, les premiers spirites ont tous été éduqués ils ont connu cette philosophie spiritualiste. Alors, Maine de Biran, il dit quoi? Il dit, voilà, je suis là. Bon, hein, à un moment donné, vous voyez, paf, je décide de lever la main. Pourquoi je décide de lever la main? Alors le matérialiste, il dit, bah, c'est tout simplement parce que juste avant que juste avant que tu lèves la main, il y a une réaction chimique, hein, il y a les électrons, les machins, les trucs qui sont combinés dans les neurones, qui ont fait que tu lèves la main. Hein. Et l'interprétation de Maine de Biran, il dit, c'est pas possible. Hein. C'est parce que c'est mon esprit qui a décidé de lever la main, même si c'est une décision tout à fait inattendue. C'est justement
ce libre arbitre qu'on a en nous, hein, et qui fait que on peut décider de faire le bien ou le mal, on peut décider de faire une chose ou de ne pas la faire, etc. Alors que si on part du point de vue matérialiste, en disant que notre conscience, c'est le résultat des réactions biochimiques qui se produisent dans notre cerveau, en fait, il y a plus cette notion de libre arbitre disparaît. Si je lève la main, c'est parce qu'il y a une réaction qui fait que je lève la main. Hein. Alors, vous voyez, c'est là où vous voyez la différence. Hein. À votre avis, en s'entend comme ça, est-ce que vous trouvez ça logique, hein, que les réactions, vous mélangez des produits chimiques et des trucs, et là, d'un coup, ça fait que vous leviez la main. D'un coup, ça fait que vous ayez une idée. D'un coup, ça fait que vous avez une intuition, une inspiration. Hein. Ben non, c'est des Mènes de Biran, il a fondamentalement raison. Hein. Et puis, le matérialisme, en fait, il n'est pas si vieux que ça. Hein. Il y a toujours eu des matérialistes, même chez les anciens, dans l'Antiquité. Mais jusqu'à ces 2 ou 3 derniers siècles, la majorité des philosophies étaient spiritualistes. Elles n'étaient pas matérialistes comme elles le sont aujourd'hui. Hein. Donc le matérialisme pur et dur, c'est quand même quelque chose qui est récent. Voilà. Donc c'est une claire affirmation du spiritisme. Les esprits sont clairement venus le dire. Hein. La table bouge, il y a quelqu'un qui écrit. C'est qui vous êtes là? C'est quoi qui fait bouger la table? Ah ben je suis un esprit, j'étais comme vous, je vivais, je suis mort, maintenant je suis esprit, et par certains mécanismes, j'arrive à faire bouger la table. C'est les esprits qui sont venus le dire. On existe, notre individualité survit après la mort. D'accord? Parce que ça, c'est le deuxième point qui est fondamental, qu'on conserve l'individualité, c'est ça. Il y a des philosophies qui sont, entre guillemets, spiritualistes, mais qui n'admettent pas qu'on conserve l'individualité. En fait, c'est du genre, vous voyez, la goutte d'eau qui retombe dans l'océan. Et qu'on retourne à la masse ou quelque chose comme ça. Donc, si on ne conserve pas notre individualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la goutte d'eau d'un Poutine ou la goutte d'eau de quelqu'un qui est évolué va tomber dans la même masse, quoi. Hein. Donc, en gros, si on ne conserve pas notre individualité, on ne conserve pas nos mérites, on ne conserve pas nos torts, tout est mutualisé à la fin. Celui qui a fait les pires bêtises pendant sa vie est traité de la même façon que celui qui s'est efforcé de faire le bien. D'accord? Donc on voit là quelque chose qui contredit cette infinie justice divine, hein, dont on a parlé la semaine dernière, hein, dans les attributs de Dieu. D'accord? Donc le panthéisme, hein, qui considère aussi à dire, qu'on avait un peu parlé la semaine dernière, qui dit que Dieu, en fait, il est dans l'univers, hein, qui confonde la créature et le créateur. Ça revient un peu au même. Hein. Si je suis une parcelle de la divinité, j'ai des imperfections. Ben, les imperfections, c'est Dieu qui est imparfait, puisque je suis une parcelle de Dieu. Donc on arrive à des raisonnements qui sont absurdes. Vincent? Si on n'avait pas d'individualité, on ne pourrait pas progresser. Ça va ensemble. Oui, tout à fait. Ça, c'est la Si on ne pouvait conséquence. pas faire d'erreurs, on ne pourrait pas aussi progresser, parce qu'on apprend aussi par les erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. On essaye, ça marche pas, ça fait mal, ça fait pas mal, ça fait du bien, ça fait du mal. C'est comme ça qu'on apprend à discerner le bien et le mal. Hein. Tout à fait. Charles, Oui, Dominique? est-ce que l'instinct, comme il disparaît selon, il va s'amenuiser selon notre évolution, est-ce que l'instinct fait partie de l'individualité? On conserve. Oui, enfin, on peut dire ça comme ça, ouais. Ouais. C'est-à-dire que les animaux, eux, sont essentiellement gouvernés par l'instinct. On commence à avoir des bribes d'intelligence chez les animaux. Et chez nous, ben, l'instinct s'est un peu affaibli. On aperçoit beaucoup plus nettement l'intelligence au niveau de l'être humain, mais il y a quand même encore des instincts. Hein, la Oui, peur. il y a des gros instincts. Quand je suis au volant, moi, je suis instinctif, c'est-à-dire je suis en mode lutte ou en mode fuite. D'accord. Ouais. Il y en a qui te fait une queue de poisson, tu es en mode lutte, c'est ça? Ah voilà, c'est ça.
Ouais. Non, ben, les instincts, c'est effectivement l'instinct de conservation. C'est, il y a quelque chose qui vous effraie, vous avez peur, vous partez en courant, vous réfléchissez pas. Ça, typiquement, c'est de l'instinct, d'accord? Et bon, après, il y a d'autres instincts encore, hein, qui existent chez les humains. Mais chez les humains, la tendance, c'est quand même que l'instinct se réduise et au fur et à mesure de la réduction de l'instinct, il y a l'intelligence qui se développe. C'est l'intelligence qui remplace petit à petit l'instinct, hein, comme on en a déjà parlé. Mais il y a aussi effectivement de l'instinct. Donc, ce qui reste en instinct chez moi fait partie de ma personnalité, de ma conscience, ouais, de mon individualité. Michel? Oui, bonjour Charles, bonjour à tous. Je crois que Bonjour. dans l'hindouisme, en fait, il y a un cycle de réincarnation et la goutte d'eau ne rejoint l'océan, en fait, divin, que lorsque l'esprit, l'âme humaine, est arrivé au maximum de son développement, quoi, lorsqu'ils ont atteint Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent, je crois, dans l'hindouisme. C'est à vérifier, mais c'est l'esprit ne va pas rejoindre le divin après sa mort, mais il faut d'abord qu'il se soit réincarné X fois pour pouvoir le rejoindre. D'accord. Voilà. Bon, bah, là, en fait, ça se rapproche un peu plus quand même de la philosophie spirit. Pourquoi? Parce que Kardec nous dit aussi que les esprits qui sont vraiment très évolués, leur individualité nous importe peu, parce qu'ils vont tous dire la même chose, hein. Leur individualité, elle s'efface un petit peu derrière leur perfection, hein. Et donc, que ce soit Saint Louis ou Jésus ou X ou Y ou Z qui dit quelque chose, s'il a quelque chose qu'il a dit ou écrit, c'est bon, c'est ça qui compte, hein. Leur individualité importe moins. Donc, on se rapproche un peu de cette notion. Bon, alors la goutte d'eau qui retourne dans l'océan, c'est sûr, quand on raisonne sur une vie, vous prenez un verre d'eau, de l'eau du robinet qui est propre et tout. Après, vous mettez une goutte d'eau sale dedans. Qu'est-ce qui se passe avec le verre? Jetez, vous ne le buvez plus, hein. Donc, l'image de la goutte d'eau, elle est un peu trompeuse pour ça, en disant, si elle laisse penser que tout le monde aura le même sort, qu'ils aient fait du bien ou qu'ils aient fait du mal. Encore une fois, on ne voit pas la justice, et puis ça nous déresponsabilise. On dit, de toute façon, que je fasse du bien, que je fasse du mal, il y a la même chose qui va se passer, donc pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire du bien? Tu vois, c'est pas stimulant pour l'évolution, hein, comme tu disais tout à l'heure. Donc voilà, ce sont ces idées-là dont il faut se méfier un peu. Ça peut paraître séduisant par moment, mais non, hein, ça l'est pas. Ce sont des idées qui sont fausses. Chacun selon ses œuvres. Et là, on voit la justice, hein. Celui qui a semé du bien, il va récolter du bien. Celui qui a semé du mal, il va récolter du mal. Voilà. Alors, après, toujours dans les œuvres posthumes, l'existence de l'âme est prouvée par les actes intelligents de l'homme qui doivent avoir une cause intelligente et non une cause inerte. D'accord? Tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente, hein. C'est la loi de causalité qui nous le dit. Qu'est-ce que c'est qu'une cause inerte? Ben, vous avez la cause inerte, ce serait la matière, quoi, hein. Même si la matière vivante, elle n'est pas si inerte que ça. Mais comment se fait-il que des réactions biochimiques dans mon cerveau me fassent lever le bras ou me fassent réagir à quelque chose? Vous voyez, non, il faut qu'il y ait un principe intelligent derrière. Le cerveau en soi, il n'est pas intelligent. Là, regardez, vous êtes en train de regarder un écran d'ordinateur, d'accord? Sur cet écran d'ordinateur, vous me voyez moi, vous voyez Dominique, vous voyez Vincent, vous voyez Michel, Valérie, etc. Moi, quand j'étais petit, quand je regardais la télé, hein, à l'époque, les télés, c'était des grosses boîtes, hein, il n'y avait pas des écrans plats comme aujourd'hui. Mais quand tout petit, je me souviens que j'avais l'impression il y avait des petits bonhommes qui étaient dans la télé et qui apparaissaient à travers la vitre de l'écran. Vous voyez? Et c'est typiquement ce syndrome-là, hein, qui confond, hein, la télé avec enfin, qui est juste le transmetteur,
avec la scène ou la cause ou les acteurs qui en fait sont pas du tout dans la télé, ils sont plus loin, et c'est donc le signal qui est transféré jusqu'à la télé. Pas plus que moi ou Dominique ou Vincent, on est dans votre écran, dans l'écran de votre ordinateur, voyez. Et c'est typiquement ça l'erreur, hein. Le cerveau, c'est un détecteur, un transmetteur, c'est une radio, c'est une télé si vous voulez. Mais donc effectivement, la télé, ben, pour faire du rouge, du vert, du bleu, pour faire que les choses bougent et tout, il y a les différents circuits électroniques qui s'activent, hein, donc les courants passent suivant ce que la télé veut montrer, hein, donc c'est ce qu'on détecte avec les neuroimageries, mais la cause n'est pas là. La cause, elle est plus loin, elle est pas dans la matière même, elle est dans la semi-matière, hein, elle est parce qu'il y a un autre transmetteur encore entre les deux qui est le Père-Esprit, hein, mais l'intelligence, elle est dans l'âme ou dans l'esprit. Alors vous remarquez qu'il y a marqué l'âme, il n'y a pas marqué l'esprit, hein, parce que je vous rappelle la différence, c'est que l'âme, c'est l'esprit incarné, d'accord? Quand on est incarné, on dit plutôt âme, et quand l'esprit est désincarné, on dit plutôt esprit, d'accord? Mais sinon, c'est la même chose. Charles, tu peux juste recadrer pour qu'on te voit, parce que là, on voit la moitié de ton visage. Ah, vous voyez que la moitié? Ouais, Un peu. Ouais, ouais. Et vous voyez la moitié du visage de Dominique aussi? Alors, rapproche-toi. même pas. Ouais. Rapprochez-vous, ouais, voilà, qu'on vous voit tous Ah, les deux. C'est d'accord. mieux, c'est plus Parce que moi, je sympa. vois mon image en entier, mais bon, c'est vrai que quand il met les carrés, là, il coupe un peu les Ouais. veaux. Ouais. Où est-ce qu'on en était? Ouais. Son indépendance de la matière est démontrée de manière patente par les phénomènes spirites qui la montrent agissant par elle-même. Qu'est-ce que c'est que les phénomènes spirites? Alors, un des meilleurs phénomènes qu'on a aujourd'hui pour prouver l'existence de l'âme, c'est Les NDE. les NDE ou les EMI, hein, les expériences de mort imminente. Le corps ne fonctionne plus, le cerveau ne fonctionne plus, l'électroencéphalogramme est plat, hein. Le cœur est arrêté, il n'y a pas l'irrigation du cerveau, les yeux sont fermés, etc. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne, elle traverse des tunnels, elle va voir ce qui se passe dans la chambre à côté, elle voit son corps de l'extérieur, la personne entend tout ce que disent les médecins et le personnel médical qui est là, alors que les oreilles ne fonctionnent, il n'y a aucun sens, plus rien qui fonctionne dans le corps, hein, à ces moments-là, dans les périodes de mort imminente, d'accord? Et pourtant, la personne, elle a des phénomènes extraordinaires. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Les esprits, ils ont inspiré Raymond Moody, hein, de jeter ce pavé dans la mare, hein, pour dire, regardez, bah, hein, quand on y réfléchit, est-ce qu'on peut avoir une meilleure preuve d'une action indépendante de la matière que ce qui se passe dans les EMI? Alors c'est vrai que les gens vont critiquer, ils vont dire: «Oui, mais c'est subjectif, c'est ce qu'ils nous racontent, faut qu'on le croie». Il y en a qui disent: «C'est des hallucinations, c'est le fait que le cerveau soit en anoxie qui crée ces réactions». Non mais attends, il y a plus de réaction, il y a rien. Il y a rien. L'hallucination, le fait d'avoir entendu, dire, ou d'avoir vu ce qui se passe dans la pièce d'à côté, ça peut pas être une hallucination, vous voyez? C'est les derniers mécanismes de fuite qui cherchent à expliquer ces choses-là, différemment, ben, tombent. C'est très, très difficile d'expliquer les EMI, si ce n'est carrément en disant: «Bon, ben, c'est des élucubrations, en mettant tout ça dans un tiroir pour essayer de s'en débarrasser». On n'y arrive pas, hein. Clairement, c'est une excellente preuve, et c'est pour ça que ce phénomène-là, il est tellement populaire, hein. Quand Sonia Barcala, elle faisait ses congrès c'était où déjà? Je sais À pas. côté de Marseille ou de Toulon ou je sais pas où, enfin il y avait des quoi, 15-20 000 personnes qui venaient, quoi, hein, et elle a nous on commence à avoir des cas, suivis sur les réseaux sociaux et tout. Elle, c'est dans les M, hein, des millions. Et le phénomène, on devrait davantage communiquer là-dessus, sur Ouais. ces EMI chez les spirites, parce que c'est vraiment un phénomène qui est en plein dans ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une des meilleures preuves de l'existence de l'âme, d'accord? Et ce sont des phénomènes qui se produisent spontanément. Voilà, vous avez quoi, 10-15%, je crois, hein, des gens qui font un arrêt cardiaque,
qui rapportent ce genre de témoignages de façon indépendante, du moins au début, aujourd'hui un peu moins, puisque tout le monde a un peu lu sur le sujet, et on peut toujours dire qu'il y en a un, ouais, mais il raconte ce qu'il a lu de ce que l'autre a raconté, qu'il a lu de ce que l'autre a raconté. Mais bon, quand Moody l'a fait au début, personne parlait de ça, et pourtant les gens disaient quand même déjà tous la même chose, quoi. Donc, ça devient difficile. On peut toujours dire non, c'est pas vrai, c'est faux, ils se sont copiés, ils sont ci, ils sont ça. Mais quand on y réfléchit, on voit que ces arguments-là sont puérils. C'est vraiment les derniers arguments pour essayer de fuir de cette réalité, ceux qui vraiment ont cet a priori fort contre l'existence de quelque chose d'autre que la matière, qui s'appuient sur ce genre d'arguments pour prouver que l'esprit n'existe pas. Ils prouvent d'ailleurs rien du tout, ils affirment, quoi. Hein. Voilà. Après, dans les phénomènes spirites, vous n'avez pas que ça. Il y a la médiumnité, il y a les esprits qui se communiquent, qui donnent des preuves d'identité, il y a quoi encore? L'intuition, l'inspiration, voilà. Hein. Donc, les phénomènes spirites on voit que l'âme agit de façon indépendante. Vous avez aussi, et c'est quelque chose qu'on voyait énormément au siècle dernier, au siècle précédent, et qu'on voit moins aujourd'hui, c'est le somnambulisme. Donc là, vous avez des Edgar Cayce, vous avez des gens comme ça, hein, qui, dans l'état de somnambulisme, voient plein de choses. Et c'est là aussi, on voit l'esprit en action, et puis qui peut voir d'autres esprits, qui peut les décrire, qui peut transmettre les messages, etc. Je vois l'esprit de ta mère, elle s'appelle tant, elle t'appelait comme ça quand tu étais petit, elle avait un chien de telle couleur, avec toutes les preuves d'identité qui sont derrière. Alors, ils vont dire, ouais, mais c'est parce que tu l'as lu, j'ai lu dans ton... Rien que le fait de pouvoir, la télépathie, hein, j'arrive à lire ce que Dominique pense. Hein. Comment vous pouvez expliquer ça avec des réactions biochimiques dans mon cerveau? Hein? Comment est-ce que, avec ça, je peux capter ce que pense quelqu'un qui se situe à des kilomètres d'ici? Vous voyez? On est forcé, quand on réfléchit vraiment froidement à toutes ces questions, c'est clair que tous ces phénomènes constituent ce qu'on appelle une convergence de preuves en faveur du fait que l'âme existe. Charles, moi je rajouterais maintenant une conférence qui a été faite par notre frère Michael sur la radio du Lotus. Ah oui. Il avait invité des personnes qui nous ont parlé des signes précurseurs. En fait, ce sont les signes que nos êtres chers nous envoient parfois, comme des parfums. Et ça, c'est vraiment nominatif à la personne. Si votre maman, elle portait un parfum, elle utilisait tel ou tel parfum particulier. Ben, on le ressent. Ça, c'est vraiment aussi une preuve. Tous ces signes, on est inconscient parfois, on n'y prend pas garde, mais ils sont là. Et ils sont envoyés par ces êtres chers. Avec un effet physique lié à l'activation de notre sens olfactif. Exactement. Quoi. Donc, ça, ce sont les deux grandes écoles qui s'affrontent, entre guillemets, hein, l'école matérialiste et l'école spiritualiste. Je vous conseille aussi de regarder, alors je vais voir si j'arrive à l'ouvrir vite fait, le manifeste pour une science post-matérialiste. Manifeste pour une science post-matérialiste. Parce que là, on va justement... alors, ça doit être sur INRES quelque part. Est-ce que vous le voyez? IEHS, INEXPLORE. Ouais, voilà, Mario Beauregard. Ah, ça, ouais, je pense que ça doit être celui-là. Voilà, je vous conseille de le lire. On va regarder vite fait. Voilà. Nous sommes des scientifiques. Alors, vous voyez, Gary Schwartz, PhD, Mario Beauregard, Université de l'Arizona, Lisa Miller. Donc, ils ont écrit ça de mémoire, c'était en janvier 2015. Voyez. Et donc, ils ont clairement écrit toute une série, Rupert Sheldrake, hein, qui est l'anglais, Alexandre Moreira Almeida, qui est du Brésil. Donc, où ils expliquent d'abord en gros ce que c'est que la science, hein, l'évolution de la science, l'apparition des phénomènes psy, toutes les études qui ont été faites, voilà. Et donc, ils proposent de changer de paradigme pour la science. Hein. Ils disent, on était dans un paradigme matérialiste,
Et là, il faut qu'on passe dans un paradigme post-matérialiste. Ils disent même pas spiritualiste, ils disent post-matérialiste. Hein. L'esprit représente un aspect de la réalité tout aussi primordial que le monde physique. L'esprit joue un rôle fondamental dans l'univers. Il ne peut être dérivé de la matière et réduit à quelque chose de plus basique. Hein. Il existe une interconnexion profonde entre l'esprit et le monde physique, notamment dans le vivant. Hein. L'esprit, donc la volonté et l'intention, peut affecter l'état du cerveau, attendez voir, affecter l'état du monde physique et opérer de manière non locale. Donc, vous voyez, il parle des actions qui sont non locales. J'arrive à percevoir ce qui se passe à une grande distance de moi, où mes sens normaux n'ont absolument aucun accès, quoi. Hein. Il parle aussi de synchronicité. Hein. Les esprits individuels ne sont pas limités, peuvent s'unir. Hein. Un esprit qui embloque tous les esprits individuels, donc là, il parle un peu de la divinité. Les EMI, donc vous voyez, on y est, hein, suggèrent que le cerveau agit comme un transcepteur de l'activité mentale. Hein, voilà. Les scientifiques ne devraient pas être effrayés d'étudier la spiritualité, des expériences spirituelles, car elles constituent un aspect central de l'existence humaine. Donc vous voyez, il lance un appel de façon très très claire et très très ouverte sur cette question, en disant il faut absolument changer de paradigme maintenant. La science, il faut qu'elle enlève ses œillères, hein, comme je le dis tout le temps, matérialistes, parce que le matérialisme, en fait, c'est un dogme. Personne n'a jamais prouvé que l'esprit n'existe pas. Hein, c'est une opinion personnelle, dogmatique, et la science, qui dénonce les dogmes de l'Église, elle a elle-même un dogme fondamental qui est ce dogme matérialiste. Hein. Donc voilà, et il le présente, vous voyez, d'une façon complètement laïque, religieuse. Donc il cite les différents phénomènes qui sont toute cette convergence de preuves en faveur de l'existence de l'esprit. Parce que beaucoup de gens disent, non, mais de toute façon, il faut qu'on attende la preuve absolue. Les preuves absolues n'existent pas. Si vous attendez une preuve absolue, vous attendrez toute votre vie et vos prochaines vies. Vous l'aurez jamais. Vous n'aurez jamais de preuve absolue. Les preuves absolues n'existent que dans les mathématiques, dans la théorie, hein, dans la philosophie, mais dans tout ce qui est physique, sciences humaines et tout, la preuve absolue n'existe pas. D'accord ? Vous aurez ce qu'on appelle une convergence de preuves. Vous avez différents phénomènes qui indiquent une hypothèse explicative qui peut les expliquer tous ou la plupart, hein, qui est celle de dire il y a autre chose que juste de la matière. Sans parler aujourd'hui que dans l'univers, il y a 97% de l'énergie et 95% de la matière qu'on appelle matière et énergie noire, qu'on ne voit pas ce que c'est. Il y a quand même de sacrées anomalies dans le modèle actuel. Hein. On dit voilà les équations, ouais, mais comment tu as fait pour déterminer ces équations? C'est en observant 3% seulement. Ah bon? En observant 3%, tu déduis 100%? C'est un peu osé quand même. Hein. Donc, c'est typiquement des anomalies dans le modèle, dans le paradigme actuel matérialiste, qui nous poussent à changer vers ce paradigme spiritualiste. Donc, lisez-le en entier, vous verrez, ça vaut vraiment la peine. Hein. Ça, c'est un exemple. Hein. Donc, vous avez un autre livre qui est sorti récemment, alors malheureusement, il existe pour l'instant que en anglais, en portugais, et il vient d'être publié aussi en allemand, c'est Science de la vie après la mort, du même Alexandre Moreira Almeida et Humberto Schubert Coelho, qui est un philosophe spiritualiste, hein, un des rares, et donc où il montre, voilà la philosophie de la science, voilà ce que, d'après la philosophie de la science, d'après l'épistémologie, hein, comment la science fonctionne, voilà ce qu'on dit. Et montre toutes ces incohérences de ces préjugés, de ces positions dogmatiques en faveur d'une hypothèse et de rejet systématique des autres hypothèses, en montrant que ça n'a absolument, c'est complètement contraire à la science, ce genre d'attitude. Hein. Et donc, ce livre-là rappelle aussi toutes ces catégories de phénomènes qui constituent ces éléments de convergence de preuves en faveur de l'existence de l'âme, hein, que notre intelligence, en fait, ne se situe pas dans la matière, mais hors de la matière, et que la matière, le cerveau, ne sont que le transmetteur. Vincent? Je voulais juste préciser que dans la vie, on a besoin d'intuition.
Ouais. Parce que les gens qui sont coupés de leur intuition sont souvent en difficulté. Il y a des métiers où c'est très présent. Par exemple, un médecin, s'il se contente d'être factuel, souvent il est en difficulté. Il y a Ouais. une grosse part d'intuition. Il y a beaucoup de métiers où il y a une part d'intuition qui entre en ligne de compte et si on se coupe de cette part d'intuition, l'intuition, c'est acceptable. Ouais. Quand on fait de la médiumnité, c'est moins acceptable, par exemple, pour le commun des mortels. Quand on parle d'intuition, ils peuvent l'entendre. Voilà. Mm. Faire de la télépathie, c'est pareil, les gens ne peuvent pas l'entendre. Par contre, l'intuition, oui, ça, c'est un terme qu'ils arrivent à accepter. L'intuition, l'inspiration, tout le monde C'est l'accepte. ça, La voix de la c'est ça. conscience, souvent aussi, beaucoup l'acceptent, hein, même s'ils sont matérialistes. Effectivement, l'intuition, c'est une de ces formes de la médiumnité. Quand on dit que tout le monde est médium, ben, tout le monde a un peu d'inspiration, un peu d'intuition. Sauf que les matérialistes, ils vont dire, c'est ah ben là, j'ai vraiment eu une intuition, j'ai eu une idée géniale. Ben voilà, ils vont se dire oh, je suis quand même bon, hein, d'avoir eu cette intuition-là, en pensant que ça vient d'eux ou que ça vient des réactions biochimiques de leur cerveau, tu vois. Ils restent accrochés à leur truc, hein. Alors que le spiritualiste qui est un peu plus humble, il va regarder comme ça, il va dire merci, mon guide spirituel ou l'esprit X, Y ou Z qui m'a inspiré cette idée, hein. C'est ça qui fait la grande différence entre les deux, quoi. On a une âme, et comme le disait Léon Denis, hein, il y a un chapitre, alors je crois que c'est dans le problème de l'être et de la destinée, où il parle des puissances de l'âme, hein, que l'Union Spirit française et francophone avait publié dans un fascicule à part. Et le fait d'être matérialiste, on passe à côté de toutes ces puissances de l'âme, hein, tout ce sixième sens, de l'intuition, l'inspiration, comment la développer, comment se mettre dans des conditions favorables, etc. Mais bon, ça revient. Parce que vous voyez, moi j'ai eu des formations de créativité, on a eu des formations de brainstorming, hein, tempête de cerveau, où ils disent clairement, hein, pour vous mettre dans des conditions favorables pour avoir de bonnes idées, même en groupe, faut pas censurer, faut pas bloquer, faut laisser sortir les choses même si ça nous paraît absurde, hein, il y a toute une série de règles. Et quand on regarde, ben oui, c'est ça, c'est les règles qui favorisent ce contact avec le vide, hein, comme dit Philippe Guillemont, avec le monde des esprits, comme disent les spirites, pour faire développer ce sens, utiliser ces puissances de notre âme. D'accord? Il y a un endroit où on utilise beaucoup, c'est la mémoire. Oui. L'endroit où on utilise beaucoup l'intuition et la recherche dans quelque chose qui est en dehors de nous, c'est la mémoire. Quand on a besoin de se souvenir de mots ou d'événements, on se sert du cerveau pour aller chercher l'information en dehors de nous. Mhm. Et, et c'est l'endroit où on peut. Alors, il y a des gens qui travaillent dans le métier, c'est de permettre à des personnes âgées, par exemple, de garder une bonne mémoire. Donc, Oui. on fait des exercices qui permettent de travailler une forme d'intuition qui est d'aller rechercher l'information dans. Alors, il y en a qui disent dans le cerveau, mais moi, à mon avis, plus que dans le cerveau, c'est au-delà. Ben, et après, il y en a d'autres qui vont dire c'est dans le subconscient ou dans l'inconscient, quoi, Oui, hein. Faut aller oui, les repérer de là où elles sont allées, quoi. c'est pas forcément dans la matière. On va peut-être chercher l'information ailleurs que dans la matière. Mhm. Ben, nous, spiritualistes, c'est ce qu'on dit. Et le Freud, il va dire non, non, de l'inconscient, c'est aussi de la matière. C'est aussi les réactions biochimiques du cerveau, tu vois. Mais bon, euh, c'est clair que tous ces éléments-là, effectivement, poussent dans le sens de dire il y a autre chose. Forcément, il y a autre chose, hein. Voilà. Après, vous avez ben, la survivance de l'âme est prouvée d'une manière irrécusable et en quelque sorte palpable par les communications spirites. Donc, son individualité est démontrée par le caractère et les qualités propres à chacun. Qu'est-ce qui fait la différence entre Vincent, entre Marlène, entre Michel? Ben, quand on vous connaît, on vous reconnaît, hein. On arrive à faire la différence, on vous confond pas, hein. Donc chaque individualité a ses caractéristiques physiques aussi, mais aussi
morales, hein, et intellectuelles qui nous permettent de faire la différence, quoi, hein. Et donc, quand un esprit se communique, c'est pareil, hein, on n'aura pas la vue, mais on aura quand même les éléments qui permettent d'y déterminer des preuves d'identité, hein. Son individualité, voilà, les qualités distinguant les âmes des unes des autres constituent leur personnalité, hein. Qu'est-ce que c'est que la personnalité? Alors, quand vous allez chercher des définitions, ils enfument le truc beaucoup plus que ça, hein, et mais bon, en restant des notions simples, voilà. Outre ces preuves intelligentes, il y a encore la preuve matérielle des manifestations visuelles ou apparitions, donc c'est les matérialisations, hein, qui sont si fréquentes et si authentiques. Bon, ils sont peut-être c'est pas si fréquent que ça, mais enfin bon, voilà, qu'il n'est pas permis de les révoquer en doute. Voilà. Si, Charles, moi je voudrais préciser que lorsque vous discutez avec une infirmière à l'hôpital, elle croit beaucoup à l'existence de l'âme ou pas, mais elle reçoit énormément de témoignages de ses patients qui, lorsqu'ils sont sur le lit de mort ou lorsqu'ils sont déjà à cette forme de décorporation, eh bien, ils disent souvent aux infirmières, j'ai parlé avec mon père, j'ai parlé avec ma mère, j'ai vu des esprits. Donc, dans ce lieu des hôpitaux, il y a vraiment cette preuve de, de l'existence de l'âme après la mort. Voilà. Et ça c'est, comment dire, alors ce sera toujours des témoignages individuels, quoi. Ouais. L'infirmière qui est matérialiste va dire, bon, bah, il a eu une hallucination en croyant voir s'il pensait très fort à son père et il l'a vu, quoi, mais en fait, il l'a pas vraiment vu. Mais après, vous avez, si vous lisez la revue Spirit, vous avez ces articles-là, le triomphe de la vie. Donc, il y en a eu 45, hein, au total. Et là, vous voyez justement quelques exemples de lettres que Chico Xavier a écrits, hein. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ben, il y a des gens. Alors, c'est où? Tiens, il n'y a pas les caractéristiques voilà, elles sont là. Donc là, vous voyez, hein, il y a un jeune homme qui s'appelle Linneo de Paula Leão Júnior, qui avait 25 ans, qui était fils de ce monsieur-là, fils de cette madame, qui est né à cette date-là et qui est mort en 1985 d'un accident de voiture. D'accord? Donc, ses parents, ils étaient inconsolables, hein. Ils se sont dit, bon, ben, quelqu'un les a poussés à aller voir Chico. Quand ils arrivent chez Chico, Chico, il dit, tiens, ben, est-ce qu'il y a un monsieur là qui s'appelle Linneo di Paula Leão? Alors déjà, le gars, il entend son nom cité, il pense tomber à la renverse, il a prévenu personne qu'il allait voir Chico, et il était là dans une foule de centaines de personnes qui étaient chez Chico, hein. Et Chico qui leur dit, tenez, j'ai reçu un message écrit signé de Junior, hein. Et donc, quand ils le lisent, hein, donc ce sont ces cas-là qui ont été cités dans ces articles et dans ce livre, hein, où donc, vous voyez, Linéosigno, donc déjà c'est un surnom, c'est pas un nom, hein. Aristide Ney, hein, donc c'était un ami à lui. Chico, il connaissait, mais alors rien et personne, il savait même pas que ces gens-là venaient le voir, hein. Et il recevait donc des messages écrits avec plein de détails sur le grand-père, la grand-mère, avec vous voyez, toutes les circonstances des fois que les parents ne connaissaient même pas, hein, et qui peuvent être vérifiées par la suite. Donc là, on arrive vraiment à ces communications qui sont remarquables, avec une foule de preuves d'identité, hein. Et là, il y en a 45, mais il y en a eu des milliers de lettres, hein. Vous avez le film Les Mères de Chico Xavier, c'est ça? Chico, ouais. Qui a été fait sur ces épisodes-là. Voilà. Et donc, là, c'est vraiment les exemples où on voit des preuves d'identité qui, comme il le dit ici, sont absolument irrécusables, hein. Il y a des moments, ils ne pouvaient vraiment pas le savoir. Et encore, je veux dire, dans les années 80, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Google. Aujourd'hui, c'est un peu plus suspect, hein. Il y a des gens qui font un peu commerce de ça en disant, voilà, tiens, ben, Valérie, j'ai reçu un message pour toi, hein. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé googliser Valérie, il a regardé tout son site Facebook, les réseaux sociaux, tout ce qui, hein, aujourd'hui, il peut même utiliser ChatGPT et il va dire plein de choses sur Valérie qui sont vraies, mais qui existent quelque part, qu'il est allé piocher, hein. Donc, aujourd'hui, c'est plus compliqué à faire, mais à l'époque de Chico, c'était indiscutable.
les preuves d'identité étaient patentes. D'accord? Voilà. Donc, ça, ce sont les points fondamentaux du cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore des questions ou des doutes? Est-ce que vous êtes tous convaincus que vous avez une âme? À 1000%, oui. Oh oui. Ah, Daniel, ouais. Il ne pas. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Il y a Jean-Pierre qui s'en va là parce qu'il raccompagne Guilherme à l'aéroport. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est. Après, ben, il y a. Hein, à l'époque, on parlait des phénomènes du magnétisme, de l'hypnotisme. Même chez les magnétiseurs, il y avait deux écoles. Hein. Vous aviez l'école fluidiste, comme on disait, qui était matérialiste en disant toutes les propriétés du magnétisme viennent d'un fluide humain qui vient de l'eau. Il n'y a pas besoin d'âme pour expliquer ça. Et il y en avait d'autres, comme Deleuze, par exemple, hein, qui était un contemporain de Mesmer, qui, lui, observait des somnambules. Puis les somnambules lui disaient, ben ouais, voilà, là, je vois plein de choses. Tiens, ben, je vois quelqu'un là qui est en train de me parler, qui s'appelle un tel, qui dit qu'elle est ta mère ou ta grand-mère ou ta tante, qui parle de telle et telle chose. Hein, donc, les somnambules qui voyaient des esprits. Et donc, bah, quand il a cherché à expliquer ça, il dit, c'est pas avec les fluides qu'on arrive à l'expliquer. Hein. Donc, vous aviez les magnétiseurs qui étaient spiritualistes, qui sont d'ailleurs pour la plupart ensuite devenus spirites. Et vous avez les magnétiseurs qui sont, comme on dit, fluidistes, qui étaient matérialistes. D'accord? Alors, le somnambulisme, c'est quelque chose qui existait énormément à l'époque. Ça existe beaucoup moins aujourd'hui. C'est dommage. Hein. J'ai toujours pas encore vraiment compris pourquoi. Hein. Il n'y a pas de. Pourquoi il y a moins de somnambulisme aujourd'hui? Bon, on aura certainement l'explication. Voilà. Voilà, nous ne sommes qu'un vulgaire amas de molécules. Non, donc vas-y. Ce qui va changer, je pense, dans le futur proche, c'est aussi que les gens puissent faire l'expérience d'une communication, faire l'expérience de ce qu'on n'a pas l'habitude. C'est vrai. Par le biais de l'intuition, on peut développer l'intuition. Maintenant, il y a même des cours d'intuition pour les médecins. Bah, ça existe. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Et du coup, je pense que plus on va développer les possibilités individuelles de communiquer avec les esprits, plus on va pouvoir progresser aussi nous-mêmes. Et je pense que l'étape qui vient, c'est si on n'en fait pas l'expérience soi-même, ça reste quand même un peu abstrait. Ça, c'est ce que tu soulignes là, c'est vraiment le grand problème, la grande difficulté de ce sujet. Et c'est là où la science, alors Flammarion l'explique bien hein, dans son livre, je suis en train de digitaliser les maisons hantées, puisque on ne l'a pas dans l'encyclopédie, c'est une lacune. Hein. Et tout au début, il parle justement de ça, matérialisme et spiritualisme. Et il dit, ce que beaucoup de scientifiques reprochent à ces phénomènes, c'est qu'ils sont subjectifs, c'est-à-dire ils reposent sur les témoignages de X, Y ou Z. Et eux, ils aiment bien avoir, je prends de l'acide sulfurique, je prends de la soude caustique, je les mélange, voilà ce qui se passe, je peux le faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois, je mets tous les instruments que je veux. Ils disent, bon, et Flammarion, il dit, là, vous confondez deux choses, hein, la science expérimentale de la science d'observation. Et il cite plein d'exemples. Il dit, quand on observe la foudre, quand on observe des phénomènes astronomiques, par exemple, typiquement, on ne peut pas les expérimenter en laboratoire. On est bien obligé d'attendre qu'ils se produisent et de les observer. Donc, c'est cette science d'observation qui s'applique aussi à tous ces phénomènes d'ordre psychique et de l'âme. Alors, c'est vrai que Dominique, il dit « Ah, je fais une NDE hein, ». Quand vous écoutez des gens qui ont fait une NDE, ils sont à enthousiasme à fond dans leur truc, au point que vous finissez par froncer les sourcils et vous dire « Bon, il en rajoute un peu, c'est pas possible. Hein ». C'est naturel. Hein. Quand c'est une personne qui vient vous raconter un truc, cette personne-là, en fait, pour elle, si vous dites « J'y crois pas », elle va dire « Bon, bah, c'est ton problème. Hein. Moi, j'en suis sûr. » Moi, c'est plus une question de croyance. Hein. Je l'ai vu, donc voilà.
Et alors que il l'autre, y a qui est des, extérieur et qui ne l'a pas vécu, il peut avoir quand même encore un doute légitime. Mais quand vous avez 100 personnes, 1000 lettres comme celle de Chico que je vous ai montré là c'est différent. Là, vous ne pouvez plus dire. Hein, ouais, il existe, Charles, des gens qui proposent aux gens de faire. Alors, le docteur Charbonnier propose de faire de faire une expérience collective. Je ne sais pas si tu es au courant de ce qu'il la propose. TCH, Oui, là, c'est ça, de la TCH. Il propose aux gens de se réunir dans une salle, de faire de l'hypnose, et en hypnose, de faire l'expérience de. Alors, c'est plus que de l'intuition, c'est une expérience hein. de communication avec l'au-delà. Alors, ça ne marche pas toujours, il y a des gens qui n'y arrivent pas, mais il y a des milliers de personnes qui sont passées par ces ateliers de trans. Alors, ce n'est pas de la transcommunication instrumentale, c'est de la TCH. Ça veut dire, Transcommunication hypnotique. c'est ça, hypnotique, et qui permet à des gens de faire justement l'expérience de ce dont on n'a pas l'habitude, et en toute sécurité, parce qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut quand même préciser que Oui, oui. il faut quand même se protéger un petit peu. Alors, Mais en 2017 ou 2018, j'étais d'ailleurs avec Marc, hein, on est allé à Paris. Il y avait une rencontre organisée par Jean Stone, où il y avait Charbonnier, il y avait Eben Alexander et il y avait Raymond Moody. Donc on a dit, punaise, écoute, on va y aller. On s'est inscrit au truc, bon, c'était relativement cher. Et après, il proposait des ateliers. Et il y avait un atelier de Charbonnier, qui coûtait aussi dans les 100 et quelques euros, hein, c'était pas donné. Bon, à l'époque, je travaillais encore, donc je me dis, hop, pour une fois, je vais à Paris, on en profite, on va le faire. Je savais pas ce que c'était. Et donc, son atelier, alors je sais que c'était, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, je le prends. Quand je suis allé voir le lendemain, il n'y avait plus de place. Hein. Et donc, sur le moment, pardon, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu et je me suis dit, c'était effectivement il y avait les cosy là qui étaient tout autour du machin avec des fils, il y avait un casque, on avait un plaid pour se couvrir et puis c'était ça en fait, hein, une séance de TCH. Donc moi, j'ai été un peu pris de surprise, mais c'est marrant parce que quand on rentrait là-bas, il y avait des gens qui étaient tellement dingues d'y participer qui sont restés jusqu'à la dernière minute dans l'espoir qu'il y ait quelqu'un qui un no-show, quelqu'un qui ne vienne pas, parce que le nombre de cosy, le nombre de casques était effectivement compté, quoi. Et donc, il y en a qui ont réussi à rentrer au dernier moment, même qu'ils n'avaient plus de place, quoi, en payant le double et tout. Et c'est là où je me suis dit, c'est le truc, il est un peu. Alors effectivement, tu es là dans ton truc, puis il te baratine, enfin c'est avec les techniques hypnotiques, il sait très bien le faire, hein, puisqu'il est anesthésiste qui travaille avec l'hypnose pour les personnes qui supportent pas les produits anesthésiants et tout. Et puis effectivement, il te dit, voilà, vous êtes là, vous sortez de votre corps, vous vous élevez, vous êtes au-dessus du toit, maintenant vous montez plus haut, et puis chacun a un peu son expérience à voir des êtres de lumière. Il y en a un qui voit sa grand-mère, l'autre il voit son chien, le troisième il voit je sais pas quoi, et puis tu en as une moitié qui disent rien. Et après, de ceux qui veulent, ils font des témoignages, alors évidemment, il y avait quoi, il y avait plusieurs dizaines de personnes quand même par séance, hein. Donc, vous voyez, à 100 ou 200 euros la séance, c'est un business qui marche assez bien, pour lequel il a d'ailleurs été coincé par les impôts. Il a eu un redressement fiscal. Bon, mais voilà, hein, moi je dis c'est bien. Je l'ai vu après Charbonnier parce que je le connaissais. Il était venu au congrès médecine et spiritualité à Liège en 2009 ou 10, à l'époque où il ne demandait pas encore de cachet. Aujourd'hui, on peut plus le payer, c'est trop cher, quoi. Et donc, je lui ai dit, fais gaffe, parce que là, les gens, tu les pousses à faire des expériences hors du corps. Mais bon, il faut quand même que les gens ils aient un peu de théorie pour savoir ce qu'ils font, quoi, parce que sinon, ça peut être. Si jamais ils veulent pas revenir, tu fais quoi, etc., quoi. Hein. Ou si jamais ils le font tout seuls, enfin voilà. Hein, je dit, il faut quand même leur donner des éléments pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe et ce qu'ils font, quoi. Mais effectivement, cette TCH en soi, c'est quelque chose. Euh, si c'était fait avec un peu plus de précaution et je dirais un peu moins commercialement, on est encore une fois pile dans ce sujet d'aujourd'hui de dire, regardez, il y a quelque chose de plus. Et donc dans ces expériences subjectives, donc c'est le grand problème de méthodologie aujourd'hui, et la science, elle doit répondre à la question, et d'ailleurs elle y répond. Est-ce que le fait que quelqu'un témoigne de quelque chose, c'est considéré comme valable pour la science ou pas?
eh ben, dans la science d'observation, ça doit être considéré comme valable. Hein. L'épistémologie dit on ne peut pas rejeter le témoignage d'une personne. Hein. Et c'est là où il y a encore quelques scientifiques qui s'abritent derrière cette fausse croyance que il faut que je puisse maintenant, allez Dominique, je te mets tous les instruments, et puis tac, j'appuie sur un bouton, je te fais sortir du corps et je vérifie ce qui se passe, de pouvoir l'expérimenter. Je veux le faire maintenant ici. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. L'astronomie, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on observe le comportement des animaux sauvages, pareil, il faut se faire discret, quoi. Dès qu'on se montre, ça influe sur leur comportement et on n'observe plus ce qu'on veut observer. Et il y a plein de domaines de la science qui sont comme ça, qui sont des sciences d'observation et pas des sciences d'expérimentation. D'accord? Donc même ça, hein, quand on vous dit on ne peut pas répéter l'expérience autant qu'on veut, c'est pas un argument scientifique. Voilà. Bon, ça va encore mettre du temps, hein, c'est sûr. Hein. Vous voyez, cogito ergo sum de Descartes, c'est clair. Hein. Je pense, donc je suis. Hein. Vincent ou Dominique, est-ce que tu existes? Ah oui. Voilà, il répond plus. Hein. Vincent, est-ce que tu existes? J'existe. Je suis une poupée russe avec plusieurs étages. Ah, bah Avec donc, tu vois, tu existes et c'est même plus compliqué que. oui, Voilà. à, Mais tu existes. Hein. à plusieurs titres, oui, comme une poupée russe. C'est-à-dire que bah, j'ai mon corps hein, physique, comme vous, on est encore incarné pour l'instant, mais j'ai aussi d'autres corps. Voilà. Voilà, bah, voilà. Donc tu es. Hein. Oui. Et Bah, puis, Shakespeare qui disait to be or not to be, that is the question. C'est la question fondamentale. Donc, voilà. mais c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'on a une individuation, comme aurait dit Jung, hein, le processus d'individuation, mais on a aussi des pensées communes qui nous permettent de nous retrouver. Parce que si on ne croit pas la même chose, on ne peut pas se retrouver. C'est-à-dire que si je ne crois pas que vous existez, je ne peux même pas vous voir. Je peux te donner un exemple simple. Moi, j'ai un arrière-grand-père qui est parti en Afrique et qui faisait de la photo. Et il a fait des photos des tribus locales dans les années avant 1900. Et les gens ne comprenaient pas que c'était eux qui étaient représentés sur la photo. Ils croyaient que c'était un, Ah ouais. ils croyaient que c'était un beau tissu ou un beau papier. Moi, ils ne comprenaient pas ce que c'était. Ils ne comprenaient pas que c'était eux qui étaient représentés sur la photo. Parce que dans leur compréhension du monde, il n'y avait pas la possibilité d'enregistrer une trace de la lumière de ce qu'ils étaient. Mmh. Parce que c'est ça une photo, c'est enregistrer la lumière d'un instant et la représenter sur un bout de papier. Et les gens n'avaient pas les outils mentaux pour comprendre qu'on pouvait capter la lumière et l'enregistrer sur un bout de papier, et c'était une représentation d'eux-mêmes. Mais ils les ont acquis assez rapidement. Pourquoi? Bah, par exemple, si moi, je suis indigène de cette tribu, je te vois toi, Vincent, et puis ensuite il me montre ta photo, je te vois toi, et puis je mets la photo à côté de toi, je vais bien reconnaître que ce qui est sur la photo, c'est toi. Et donc ça va me permettre de comprendre que c'est possible. Ils ont fini par comprendre évidemment que c'était eux qui étaient représentés, mais ils voyaient ça par quelque chose de magique, parce C'est qu'ils ça. n'avaient pas les outils conceptuels de représentation de ce que c'était qu'une photographie, les outils Mmh. techniques. Et je pense que dans notre compréhension du monde, il y a une grosse partie de, de choses qu'on partage, des idées qu'on partage, ça permet de se retrouver. Mmh mh. Voilà. Ah bah, c'est Voilà. ça, c'est ça. Et l'esprit, en fait, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est au Mais début, il y a bah, plein d'expériences, par exemple, visuelles où on peut tromper le regard et ne pas voir. Alors, c'est des expériences où on peut montrer, par exemple, 2 verres ou des expériences de photos où on trompe l'esprit, on ne voit pas les 2 images qui sont représentées. mmh mh. Donc, c'est le cerveau, c'est quelque chose de très particulier. Nous sommes des êtres très particuliers quand même, hein, Oui, oui. pour se re Après, c'est tous les mécanismes des sens, hein, qui sont le cerveau décode, hein, parce qu'on reçoit des photons, hein, et puis les photons permettent de voir une forme, des couleurs, un mais visage, de le reconnaître et ouais, cetera. j'ai le C'est assez sentiment génial quand même, hein.
j'ai le sentiment que quand même, il y a une volonté dans un monde en recherche, quand même qui est pas très agréable à l'heure actuelle. Dans un monde, assez désagréable, on est à la recherche de quelque chose qui transcende un petit peu notre quotidien, qui dépasse notre quotidien. Et les expériences spiritualistes font partie de ce qui est recherché beaucoup sur internet. Il y a beaucoup de gens qui papillonnent sur YouTube, voilà, et qui regardent beaucoup de choses, qui se perdent, mais quand, ils trouvent quelque chose de construit comme le spiritisme, bah, ils sont un peu rassurés parce que c'est beaucoup plus construit, beaucoup plus stable comme, alors il y avait une volonté d'en faire une science. C'est pas devenu une science, hein, au départ, Kardec voulait faire du spiritisme une science, mais c'est vrai que c'est pas devenu une science enseignée à l'université, mais peut-être qu'un jour, par exemple, l'intuition sera enseignée. Peut-être qu'un jour, après l'intuition, une forme de télépathie, puis après peut-être une sorte de médiumnité. Les choses vont se faire progressivement, mais ça ne sera pas immédiat, c'est sûr. Mmh mh. Pour D'accord. l'instant, il y a des groupes comme nous qui croyons à certaines choses et c'est des croyances parce qu'on n'a pas pu faire l'expérience pour beaucoup. On en fera tous l'expérience un jour, puisque Mmh. nous serons aussi nous sommes mortels, mais oui, ça c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est sûr. Ben, c'est ce changement de paradigme, effectivement, on espère tous que ce sera la prochaine, révolution scientifique, hein, clairement, hein. Et on Voilà. en a besoin parce qu'on est dans un monde qui est en train qui a fait l'expérience d'une limite, en fait, hein, l'expérience de la limite de la biologie de la Terre. C'est-à-dire qu'on a exploité tellement les énergies carbonées comme le charbon, le pétrole et le gaz et toutes ces énergies carbonées et on va épuiser ces énergies. Elles deviennent très chères déjà à l'heure actuelle et elles vont devenir de plus en plus rares, donc il faudra passer à autre chose et la spiritualité, est une possibilité de réfléchir à d'autres modes d'existence. Voilà. Je Et vais même plus loin que toi, hein. Je dis, le paradigme spiritualiste, c'est le seul durable pour l'humanité sur la terre. Le tu vois paradigme ça? matérialiste n'est pas durable, hein. Il va nous amener, à la disparition, hein, si ça continue. Et on aura besoin de toute façon de faire plus collectivement les choses. Ça, c'est sûr qu'on aura besoin des autres et donc d'apprendre à se parler. Ça sera peut-être la première étape, d'apprendre à se parler, de façon bienveillante. Ça Exact. sera peut-être la première étape. Michel? Voilà. Euh, oui, à propos de ce que disait Vincent et des sens, en effet, qui peuvent être trompés, de nos sens qui peuvent être trompés. C'est exactement ce qu'avait dit Descartes. Descartes avait dit que nos sens peuvent être trompés et que donc ce n'était pas nos sens qui pouvaient nous prouver notre existence, mais uniquement notre pensée. Et c'est pour ça qu'il a écrit cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est vraiment le cartésianisme. Mais la médiumnité, elle fait peut-être appel à nos sens, il est vrai, mais aussi à notre esprit et à notre pensée. Et en fait, c'est pour ça que ça n'a rien de anti-cartésien, la médiumnité, mais au contraire, c'est, par contre, on est tout à fait dans euh, sa propre expérience de pensée, sa propre expérience de médiumnité, c'est exactement ça. Le problème des matérialistes qui s'appuient sur le cartésianisme, en fait, c'est que, eh bien, justement, au lieu de s'appuyer sur le je pense donc je suis, ils s'appuient sur des choses matérielles et les choses matérielles qui font toujours référence à nos sens. C'est là un petit peu ce problème des matérialistes, mais peut-être qu'ils se trompent qu'ils mélangent l'effet et puis la cause, quoi. Oui, c'est pour ça que je pense que toutes ces initiatives, c'est comme celle que je vous ai montrée, hein, sur paradigme pour une science post-matérialiste. Il y a d'autres projets comme ça, hein, c'est pas le seul, qui poussent où le travail de l'Association internationale de médecins spirites qui encourage le paradigme spiritualiste, notamment dans la médecine, ce sont des initiatives qui sont pionnières et qu'il faut encourager, quoi, parce que
Pour moi, je pense que le basculement du paradigme, il est proche, hein, et ça va venir, on y est, on ne pourra pas tenir longtemps comme ça. La majorité de la population est déjà convaincue que la vie continue après la mort, qu'on a une âme. Hein, quand vous lisez les statistiques, les dernières statistiques de l'Observatoire européen, il y a des pays comme le Brésil où c'est 98%, mais en France, ça a déjà dépassé les 50%. Hein. La majorité des Français croient qu'on a autre chose que la matière, que la vie continue d'une certaine façon ou d'une autre après la mort. Donc il y a déjà plus de la moitié des gens qui sont spiritualistes. Et dans les bastions de résistance, hein, ben c'est justement dans ces milieux académiques, intellectuels ou universitaires. Et même là, quand on va creuser un peu, hein, on s'aperçoit que celui qui est athée, ben, il n'est pas si athée que ça. Hein. Celui qui est matérialiste, il n'est pas si matérialiste que ça. Il a eu à un moment donné ou un autre des expériences, mais le fait qu'il soit dans une espèce de collectivité ou de société fait que, même s'ils le pensent, ils ne le disent pas. Donc il faut être patient. Et Kardec l'écrivait dans le livre des esprits, c'est les esprits qui lui répondaient en disant tu vas voir, le jour où ça va basculer, tout se... Ah, ben si, mais c'est évident, mais c'est bien sûr. Hein, ceux qui étaient les plus grands négateurs avant, Oui, hein, qui traitaient de papins et Charles, Philippe de fous, quand ils ont vu les premières locomotives arriver, ils ont dit bah oui, ben c'est évident. Hein. tu vois, on est en train, on est en train d'inverser la proposition. Je pense, donc je suis. On est en train de faire je suis, donc je pense. C'est-à-dire que, en Ouais. fait, ce que j'essaye d'expliquer tout à l'heure, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, en fait, on vient faire l'expérience de ce qu'on croit dans le monde. C'est-à-dire, Ouais. on vient vérifier nos croyances. Ouais, ouais, ouais. Et on ne peut faire que ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pensait que on détenait une vérité et que cette vérité, elle était tangible. Mais c'est l'inverse. En fait, notre croyance crée notre réalité. On retombe encore une fois dans la subjectivité, quoi. Bah, bien sûr, ouais. Ouais. Et... Et ça, c'est important de savoir que dans nos vies, on vient contrôler ce qu'on croit. Alors on peut le dire d'une autre manière. Par exemple, moi j'avais dans ma famille, il y avait du côté de ma mère 4 filles, pardon. Elles ont été élevées dans l'idée que les garçons étaient, des hommes qui, allaient essayer d'abuser d'elles, essayer voilà, de profiter, qui c'était pas les hommes, c'était pas des gens bien, quoi, en gros. Et Ouais. ben, elles ont passé leur temps à vérifier que les hommes, c'était pas des gens bien, à tel point qu'il y en a une qui est restée seule. Ils étaient jamais assez bien, les hommes. Ouais, bah ouais. Mais, on s'en rend pas compte, mais on a des idées préconçues sur le monde qu'on nous a inculquées, dans notre enfance, et on vient vérifier ça. Et Mmh. on s'étonne que c'est la vérité, mais en fait, on l'a construit, notre vérité, par nos Mmh. croyances. Ok, bah écoutez, avec Dominique, on va pas tarder à prendre la route là, hein, pour remonter Est-ce un peu que plus vers alors, le j'avais nord-est. juste une question, Charles. Est-ce que cet après-midi, vous faites, la séance de Ouais, ouais, ben on sera probablement dans la voiture ou sur une aire ou un truc comme ça. Hein, donc on va essayer de d'accord, se connecter, on va le faire. Il n'y aura pas de présentiel, hein, ce sera que du Ouais, virtuel. virtuel. Et donc on d'accord. se connectera sur Skype. Ouais. OK, très bien. Voilà. Merci. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Hein. J'ai vu que Daniel nous a laissé un message, Stéphane aussi nous a laissé un message, hein, effectivement, John Eccles. Donc il y a quand même quelques scientifiques et quelques philosophes précurseurs qui étaient spiritualistes. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à en parler, à divulguer leurs travaux, parce que voilà, ce sont des gens qui ont réfléchi pendant toute une existence. Le livre de Maître de Biran, donc il y en a très peu, on en a scanné un, il est sur l'encyclopédie Spirit, pour ceux que ça intéresse. Voilà, on travaille à la divulgation de ces idées qui vont finir par prévaloir, hein, puisque voilà, la résistance, elle tient déjà depuis plus d'un siècle, voire même deux, mais voilà, les lois de la nature et les vérités vont finir quand même par reprendre le dessus. Voilà, bah écoutez, merci infiniment. On va aussi remercier les esprits qui étaient là aujourd'hui avec nous pour nous faire réfléchir et nous faire comprendre tous ces sujets, en espérant que ça puisse nous aider pour notre travail, pour devenir chaque jour un peu meilleur que la veille.
Je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt, à dimanche prochain. Bon dimanche. Merci Bon beaucoup. dimanche. Bon dimanche, Au revoir. à bientôt. Bon retour. Au revoir. Ouais, Bon merci. retour.